Nous sommes la semaine du 24 octobre 1940, c'est-à-dire la semaine de Montoire. Bien sûr, on ne verra pas Montoire parce qu'il y a un décalage, et c'est dans une semaine ou deux, on en aura les images. Néanmoins, les images qu'on va voir aujourd'hui, actualité allemande essentiellement d'abord, sont des images difficiles à supporter. Pour la première fois, on va peut-être voir ce qu'est l'Europe sous la botte nazie. Ce tour d'Europe nous mène en Norvège, en Roumanie, ou sous la botte fasciste, en Italie. Mais ce tour d'Europe nous mène aussi dans une partie de la France, en Lorraine, où les images que l'on va voir sont quelquefois difficiles à supporter. Et c'est pour ça que pour les commenter, car en France on n'aime pas trop parler de ces problèmes, j'ai invité Douglas Johnson, qui est spécialiste de l'histoire de France à l'Université de Londres, et qui est non seulement un spécialiste, mais un francophile, puisque sa femme est bretonne. Il a donc la distance, mais aussi la tendresse qu'il faut pour aborder des problèmes intimes, j'allais dire, qu'en France, on n'aborde pas. Et c'est lui qui nous parlera de ces problèmes de la Lorraine et d'ailleurs, ou de l'Alsace, au temps des Allemands. On va d'abord voir l'actualité allemande et anglaise ultérieurement. Das ist die Burma-Straße. Sie verbindet Hinterindien mit China und ist die einzige Verbindung zum Meer, über die die Chiang Kai-shek-Regierung noch verfügt. Auf Vorstellung Japans hatten die Engländer diesen wichtigen Waffentransportweg 3 Monate lang gesperrt. Jetzt wurde die Burma-Straße von den Engländern wieder freigegeben. Japan wird diesem neuen Angriff auf die Befriedung des Fernen Ostens zu begegnen wissen. Der Einmarsch der bulgarischen Armee in die Dobrudscha, die aufgrund des bulgarisch-rumänischen Vertrages von Craiova wieder an Bulgarien gekommen ist, wird planmäßig fortgesetzt. Bulgarische Bauern aus der Dobrudscha reiten den einrückenden Truppen zur Begrüßung entgegen. Ein Abschnittskommandeur durchschneidet das Band einer Grenzstraße. Überall in Stadt und Land wird den Soldaten von der überwiegend bulgarischen Bevölkerung ein freudiger und festlicher Empfang bereitet. Der rumänische Staatschef General Antonescu begibt sich mit Horia Sima, dem Führer der Legionärsbewegung, zum großen Siegesappell der Legionäre. An der Kundgebung auf dem Nationalplatz in Bukarest nahmen 100.000 Mitglieder der Bewegung teil. Den
Den Abschluss des Treffens bildete ein großer Vorbeimarsch. Die Fahnen tragen das eiserne Gitter, das Zeichen der Legionäre. Das Bild Codreanus, des ermordeten Führers der Eisernen Garde. Der Duce in Padua. Er nahm hier den Vorbeimarsch von 24.000 jungfaschistischen Freiwilligen ab, denen sich Jugendabordnungen aus Deutschland, Spanien, Ungarn, Bulgarien und Rumänien hinzugesellten. Spanische Jugendabordnung. Und hier die Bataillone der italienischen Staatsjugend. Die 24.000 jungen Männer gehören alle dem Jahrgang 1922 an, dem Jahrgang des Marsches auf Rom. Bei Ausbruch des Krieges meldeten sie sich sofort als Freiwillige zum Heeresdienst. Vorführer Hühnlein, der Ehrenführer der Motor HJ und Reichsjugendführer Axmann bei dem diesjährigen Reichslager der Motor HJ. Den Höhepunkt bildete eine Geländeprüfungsfahrt durch den Harz. Der Nachwuchs für unsere motorisierten Truppen wurde dabei scharf ins Examen genommen. Nur beste Könner und schneidige Jungen können hier bestehen. Über schwieriges Gelände ging es bis zum Borken hinauf und dann wieder zu Tal. Im Verlauf der Geländefahrt mussten verschiedene Sonderaufgaben gelöst werden. Hier eine Kleinkaliberübung. Eine technische Prüfung. Zum Schluss gab es eine Hindernisfahrt. Die NSV hat für dieses Jahr auch für die Wintermonate eine erweiterte Kinderlandverschickung eingerichtet. Eltern, die ihre Kinder an diesen Erholungsreisen teilnehmen lassen wollen, übergeben sie der Obhut der NSV. Hier ein Transport von Berliner Kindern auf dem Anhalter Bahnhof kurz vor der Abfahrt. Es geht diesmal nach Schlesien. Weitere Transporte werden auf andere Gegenden des deutschen Ostens und Südens verteilt, vom Warthegau bis hinab zum Gau Niederdonau. Ein letzter Kuss. Vater und Mutter wissen ihre Kleinen in bester Obhut. Durch diese Landverschickungen sollen Kinder aus allen Schichten der Bevölkerung vor allem vor den gesundheitlichen Schäden bewahrt werden, die aus mangelndem Schlaf bei Fliegeralarm erwachsen können. Darüber hinaus aber sollen auch die Mütter, die in der Heimatfront tätig sind, entlastet werden. England bringt lediglich seine Plutokratensprösslinge in Sicherheit. Deutschland kennt dagegen keine Unterschiede zwischen Arm und Reich, zumal es um die Gesunderhaltung seiner Jugend und damit die seines Volkes geht. J'aimerais dire un mot là-dessus parce que ce que vient de dire le commentateur allemand, c'est une accusation ou même une légende qu'on ressort ces jours-ci en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y avait une guerre pour les pauvres et une guerre pour les riches. Et c'est vrai que si on était riche, on pouvait, et il y avait des centaines ou peut-être même des milliers de personnes qui ont réussi à envoyer leurs enfants au Canada, aux États-Unis. Mais néanmoins, il y avait un plan d'évacuation des enfants, de tous les enfants des grandes villes, qui est entré en vigueur en 1939 et qui a été abandonné à cause de la drôle de guerre.
Mais à Londres, surtout, il y avait un mouvement organisé par les citoyens eux-mêmes d'évacuer des enfants à la campagne pendant les pires moments de l'attaque allemande. Alors, il y a juste assez de vérité pour que cette légende devienne dangereuse. Mais c'est très intéressant que les Allemands le disaient ça déjà en 1940. Auf Einladung der Reichsregierung weilte eine Ehrenabordnung des deutschen Bauerntums in Berlin. Im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda wurden 300 Bauern und Bäuerinnen von Reichsminister Dr. Goebbels begrüßt. Die Mitglieder dieser Ehrenabordnung haben sich durch besondere Leistungen in der Erzeugungsschlacht hervorgetan. Reichsbauernführer Reichsminister Darré. Und hier der Empfang in der neuen Reichskanzlei. Stolz tragen diese Frontbauern das Kriegsverdienstkreuz, das der Führer ihnen verliehen hat. Im Gelände des Westwalls, unmittelbar von der feindlichen Artillerie bedroht, taten diese Bauern ihre Pflicht zur Sicherung der Nahrungsfreiheit des deutschen Volkes. Nun empfangen sie durch den Führer selbst den Dank der Nation, der dem ganzen deutschen Bauerntum gilt. Dem Führer wird die Erntekrone überreicht. In seiner Rede gab der Führer seiner absoluten Siegesgewissheit Ausdruck. Der Sieg sei sicher, wenn jeder Deutsche auch weiterhin auf seinem Posten das Höchste leiste. Der Bauer auf dem Felde, der Arbeiter in der Fabrik und der Soldat an der Front. Der Ernteertrag liegt in diesem Jahr mit 24,6 Millionen Tonnen nur um 2% unter dem Durchschnitt der Jahre 1934 bis 1938. Das tägliche Brot des deutschen Volkes ist also auch für das kommende Jahr in vollem Umfange gesichert. Hinzu kommen die Getreidevorräte von 6,2 Millionen Tonnen, die in gewaltigen Hallen lagern und unter fachmännischer Leitung sorgsam gepflegt werden. Die große deutsche Kunstausstellung 1940 im Haus der Deutschen Kunst in München wurde wegen des gewaltigen Andranges bis auf Weiteres verlängert. In den ersten 10 Wochen seit der Eröffnung der Ausstellung wurden rund 425.000 Besucher gezählt. Von den 1.400 ausgestellten Kunstwerken wurden bisher schon etwa 600 verkauft. Anlässlich der Verlängerung der Ausstellung sind 300 der verkauften Kunstwerke gegen neue Gemälde und Plastiken ausgetauscht worden. Ruderer von Hermann Tettlitzer. Eine Bronzeplastik von Bernd Hartmann Wiedenbrück. Der Schaufler von Georg Wallisch. Mutter mit Kindern von Hans Breker. Eine Bronzeplastik von Fritz von Grevenitz. Adagio von Karl Himmelstoß. Tänzerin von Barbara von Kalkreuth. Ein Gemälde von Adolf Ziegler. Das Bad der Diana von Ivo Saliger. Die Bauernbraut von Sepp Hilz. Ein Werk von Franz Xaver Wölfle. Heimkehr von Hans Adolf Bühler. Eine Holzplastik von Matthäus Bayer.
Vor dem Ehrenmal in Berlin fand in Beisein des Führers das feierliche Staatsbegräbnis für Admiral von Trotha statt. Als Chef des Stabes der Hochseeflotte hatte er im Weltkriege unter dem Flottenchef Admiral Scheer hervorragenden Anteil an dem siegreichen Ausgang der Skagerrak-Schlacht. Nach der Novemberrevolte legte er als Chef der Admiralität den Grund zum Wiederaufbau unserer Kriegsmarine. Darüber hinaus hat sich Admiral von Trotha auch als Führer des Reichsbundes Deutscher Seegeltung und Ehrenführer der Marine Hitlerjugend bis ins hohe Alter hinein um Deutschlands Macht zur See große Verdienste erworben. Werkunterricht in einem Münchner Lazarett. Diese Arbeiten sollen den verwundeten Soldaten nicht nur die Zeit vertreiben, sondern auch mithelfen, ihre verletzten Hände wieder gelenkig zu machen. Hier üben sich verwundete Soldaten, die ihre rechte Hand nicht mehr gebrauchen können, als Linkshänder. Die NS-Organisation Kraft durch Freude nimmt sich unserer Verwundeten besonders an. Mit großen KdF-Omnibussen geht es in die Berge. Besichtigung von Schloss Linderhof mit seinen berühmten Wasserspielen. In Oslo fand in diesem Jahre ein großes Erntedankfest statt. Das Ballett der Hamburger Oper erfreute unsere Soldaten im Rahmen dieser Festlichkeiten durch öffentliche Tanzvorführungen. Die Stadt Metz bereitete Gauleiter Birkel, dem neu ernannten Chef der Zivilverwaltung für Lothringen, einen herzlichen Empfang. Lieber Gauleiter, die Schuljugend von Metz grüßt Sie in dieser deutschen Stadt. Durch das Deutsche Tor betritt der Gauleiter die Stadt Metz. Fahrt zum Rathaus, wo die feierliche Begrüßung stattfand. Là, il faut dire quelque chose, parce que vous avez vu qu'en haut de ce panneau, de ce monument aux morts, qui était un monument aux morts de la guerre de 14-18, avec une légende en français, il y a une bande blanche, pas tout à fait en haut, mais juste en dessous. C'est que les Allemands, qui veulent germaniser la Lorraine, ont substitué à l'hommage aux morts de la guerre de 14-18 un hommage
aux Allemands morts pour le Reich. On va voir ça dans quelques secondes. Franz Niederlegung am Ehrenmal für die gefallenen deutschen Soldaten des Weltkrieges. Oui, vous voyez, il y a marqué für das Reich, n'est-ce pas? Oui, et il ne faut pas oublier que Joseph Purcell a suivi une politique tout à fait particulière en Lorraine et qu'il a fait expulser de Lorraine tous les éléments, des éléments qu'il considérait comme étant dissidents ou difficiles. Et en quelques mois, 15% de la population de Lorraine a été expulsée. In den ehemaligen Kampfgebieten im Elsass und in Lothringen leisten jetzt die Männer der Organisation Todt im Verein mit bodenständigen deutschen Handwerkern und Hilfsarbeitern umfangreiche Wiederherstellungsarbeiten. Die Trümmer zerstörter Brücken und Gebäude werden beseitigt. Schon beginnt in den Dörfern und Städten der Wiederaufbau. Eine neue Ordnung ist eingezogen. Sie soll zur Grundlage werden für ein schöneres und glücklicheres Leben. In einem Kriegsgefangenenlager im besetzten Gebiet. Die Franzosen hatten es für deutsche Soldaten errichtet. Bis zum Waffenstillstand blieb es jedoch leer. Statt der deutschen Soldaten sitzen nun Franzosen in diesen Baracken. Kleiderappell. Hier herrscht jetzt deutsche Zucht und Ordnung. Auch für Arbeit ist reichlich gesorgt. Eine Baracke wechselt ihren Platz. Und hier Gefangene bei Straßenbauarbeiten. In den besetzten Gebieten werden im Interesse schneller Verkehrsverbindungen zwischen den einzelnen Teilen unserer Besatzungstruppen von unseren Brückenbaupionieren wahre Meisterleistungen vollbracht. Schon heute sind die wichtigsten Flussübergänge überall für den Verkehr wieder freigegeben. Teile einer Eisenbrücke werden eingefahren. Der Krieg in Afrika stellt an die italienischen Truppen große Anforderungen. Jedem Siege gehen gewaltige Marschleistungen in glühender Hitze voraus. Italienische Streitkräfte überschritten die Grenze des anglo-ägyptischen Sudan. Ihr Ziel war der wichtige Verkehrsknotenpunkt Kassala.
greifen befestigte englische Bergstellungen an, die wenig später von den Engländern geräumt wurden. Kamelreiter und Kavallerieformationen nehmen die Verfolgung auf. Von den Bastionen um Casala wird die englische Flagge heruntergeholt. Italiens Fahne wird unter dem Jubel der Truppen gehisst. Start zum Angriff auf die englischen Öllager von Haifa, die fast restlos zerstört wurden. Nach den wiederholten, heftigen Angriffen fällt diese wichtige Brennstoffbasis am Mittelländischen Meer für Englands Flotte fast völlig aus. Sturzkampfflugzeuge vom Typ Ju-87 rollen an den Start. An der Fahne des Geschwaders vorüber geht es in geschlossener Formation dem Feinde entgegen. Angriffsziel sind diesmal Industrieanlagen in Mittelengland. Gelangt dem Kameramann einer Kriegsberichterkompanie die einzigartige Aufnahme eines vierfachen Sturzangriffes.
unserer Sturzkampfflugzeuge Tod und Verderben nach England, das seinem verdienten Schicksal nicht mehr entgehen kann. Tiens, vous voyez, je croyais que la propagande allemande disait qu'ils ne bombardaient pas les civils. Là, ils sont un petit peu en contradiction avec... Bien, revenons à quelque chose de plus trouble et de plus désagréable. C'est ce qu'on a vu sur Metz et la Lorraine, cette foule et cette ambiance. Comment vous analysez cela, Douglas? C'est-à-dire que je suis les historiens français qui, depuis un petit moment, ont parlé des guerres franco-françaises, n'est-ce pas? Et il y a les dissidences ou les différences dans les différents groupes de résistance. Il y a l'antisémitisme qui est organisé par les Français. Et au mois d'octobre, les premières lois existaient contre les Juifs en France. Et il y a aussi un régionalisme pétainiste qui était organisé par le ministre de l'Éducation nationale pour avoir des cours de dialecte facultatifs et qui est sans doute contre la centralisation de la Révolution de 1789. Mais j'ai l'impression que, premièrement, on n'en parle pas beaucoup de ça dans le public français, et deuxièmement, que même quand on en parle, on a une tendance à parler d'une façon extrêmement particulière. Si on parle des différences entre résistants, il s'agit de l'entourage de Jean Moulin ou il s'agit de quelqu'un comme Jean Jérôme. Si on parle de l'antisémitisme et des mouvements contre les Juifs français, on parle de quelques personnages, quelques hauts fonctionnaires. Ou si on parle du régionalisme, on parle d'un événement comme la réunion à Pontivy en juillet 40 qui voulait fonder l'État breton. On n'essaie pas d'entrer dans les vues les opinions de la population générale. On voudrait savoir comment le français ordinaire, le français l'homme de la rue, comme on dit en anglais, réagissait. Et je me demande si on ne doit pas trouver un certain mécanisme avec les sous-nationalismes, si je peux les appeler ainsi. C'est-à-dire que, premièrement, avant la guerre, il y avait des nationalistes qui se tournaient vers l'Allemagne ou vers l'Italie et qui étaient souvent financés et très souvent manipulés par ces pays. Il y avait des Allemands en Pologne, dans la région de Danzig, il y avait des Allemands en Tchécoslovaquie, et également les mouvements bretons ou corses ou alsaciens étaient attirés et manipulés par Rome, par Mussolini ou par Hitler. Oui. Mais une fois qu'il y a la guerre, il y a la défaite, il y a l'occupation, alors ces mouvements nationalistes, soit ils se tournent complètement vers... mettons, la puissance occupante, soit ils deviennent des résistants et entrent dans la résistance normalement, comme ailleurs en France, mais parfois, comme ils sont tiraillés entre les deux, il arrive une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « je suis français » ou je suis allemand, on voudrait dire je suis alsacien, et on voit par exemple comme il y avait des nationalistes qui voudraient créer un genre d'Europe de sous-nationalistes. Il fallait avoir... de petites nationalités, vous voulez dire. L'Alsace, Lorraine, oui. Les Flandres belges et françaises, Liechtenstein, la Suisse alémaniste, Luxembourg, et il y avait même un mouvement de résistance en Alsace qui essayait de faire une entente entre Vichy et Londres, qui était fondée par, je pense, qui est venu de Thann. Et toujours l'idée de faire quelque chose de différent. Et comment Vichy réagissait? C'est-à-dire que il y a toujours il y a la double accusation et ça a son effet surtout sur l'Alsace parce que c'est en Alsace que après avoir demandé des volontaires sans avoir trop de succès, il y avait une tentative brutale de germanisation en Alsace et évidemment il y avait aussi la conscription, le grand mouvement de Malgré nous. Et donc, il y avait des gens en Alsace qui disaient que Vichy les avait trahis parce que le maréchal Pétain ne protestait pas. Il fallait subir, je pense que c'était le mot de Laval, les lois de l'histoire. Et dans ce sens, il y avait
une amertume qui reste. Les Alsaciens et les Lorrains se sont sentis abandonnés. C'est ça. Et en fait, le gouvernement de Vichy protestait, mais secrètement. Et il ne voulait pas et il protestait le moins possible, parce que comme il préparait la collaboration, il ne pouvait pas trop protester. Et on lui a beaucoup reproché de ne pas avoir protesté publiquement. Oui, mais ensuite, il y a la légende qu'il y avait des Alsaciens qui avaient trahi la France, parce qu'il y avait des Alsaciens en uniforme allemand et qui participaient même à des mouvements extrêmement malheureux de l'armée allemande. Alors, tout ça, ce sont des vraies guerres franco-françaises dans lesquelles il y a des gens très ordinaires qui sont impliqués, où il ne faut pas chercher simplement à identifier un chef ici ou un chef là. C'est-à-dire que tout le monde est pris dans le tourbillon de la guerre. Et les malgré nous, beaucoup ont disparu. Et je pense qu'actuellement, en Alsace, il y a même des familles qui espèrent qu'ils vont trouver encore un fils qui est resté dans un camp soviétique quelque part. Je pense que le dernier, malgré nous, est revenu 10 ans après la guerre. Oui. Alors ça fait très longtemps. Et des 100 000, malgré nous, je pense que la moitié étaient tués. Et souvent, ils avaient déserté. Et quand on les a repris, on les a fusillés tout simplement. Oui. Il n'est pas toujours facile d'être alsacien ou lorrain. Non, c'est ça. Je pense que la géographie dans l'événement a joué contre les nationalités comme ça, oui. Bien. Nous allons maintenant voir des actualités plus fraîches, puisque ce sont des actualités anglaises, qui, on va le voir, sont vraiment tournées vers le long du large, vers le vent du large, puisqu'il sera question d'Afrique du Sud, d'Australie, et surtout, bien sûr, des États-Unis. American aid for Britain. This time it's manpower, for a number of United States airmen have volunteered for service with the RAF, with Colonel Sweeney of Lafayette Escadrille fame in command of the Eagle Squadron, as it's called. The idea for the organization of this squadron came from the Lafayette Flying Corps, which served with the French Army in the last war. That corps had a wonderful record. Besides many daring reconnaissances, bombings, photographing, one of its units, the Lafayette Escadrille, had 199 official victories. The men who have come over to form this squadron are all experienced pilots. They will be worthy of their forebearers. When the squadron is thoroughly trained, it will go to the front with the RAF squadrons, and I hope and I'm sure that it will hold up to the traditions. Squadron Leader Taylor is to take command of the squadron. Yeah. Eagle Squadron is now being formed and is being made up entirely of American pilots. Some of these pilots have already seen action in fighter squadrons of the Royal Air Force and have brought down several enemy aircraft. When we are fully organized and trained as a squadron, we hope to carry on in some measure the magnificent work of our British contemporaries in the Royal Air Force. All these young Americans have come here at their own expense for the honor of fighting side by side with the Royal Air Force in wiping out the Nazi Luftwaffe from the skies. They're as keen as mustard on learning all our boys can teach them, and it won't be long before they're in action. Good luck and happy landings to the Eagle Squadron. Oui, là, je voudrais dire un mot, parce que des Américains, dans ce journal anglais, on les voit une fois, on les voit deux fois, on les voit trois fois. Il y a une sorte d'encouragement. Vont-ils entrer en guerre? Il faut aider Roosevelt, puisque les élections ont lieu en novembre, mais pas trop, pour ne pas avoir l'air d'influencer les élections américaines. Et on voit bien qu'on se remémore la guerre de 14, des souvenirs communs, ce qui est une manière de dire qu'il est inéluctable que les Américains entrent en guerre, bientôt. Mais il y a aussi un petit point là,
qui est amusant, c'est la façon dont les Anglais parlent des Américains. Déjà, on voit que les Anglais ont un petit mépris condescendant, n'est-ce pas? Ils vont apprendre aux boys américains comment on fait la guerre. Et pendant toute la guerre, il va y avoir chez les Anglais, excusez-moi, ce petit complexe que ces Américains, il faut leur apprendre beaucoup de choses. Ils sont sympathiques, soyez avec nous, mais on va vous dire comment. Oui, mais il faut aussi remarquer que quand les Américains parlaient, ils avaient presque perdu leur accent américain. C'est vrai. Ils ont essayé d'être britanniques. Voilà. Clear, boys, clear. That's a darn good motto for the pioneers and Royal Engineers who are tidying up London. With pits, spades, drills, and other paraphernalia, they're hard at work on the most severely bombed areas. These stalwart Tommies make light of tasks which would remind us of the morning after a day at weeding the lawn, curbing our enthusiasm for gardening. Now, these chaps may not always call a spade, but spade or something shovel or sledgehammer are all the same to them. Some of them are Londoners who've been brought back from distant stations for this work. And are they glad to be back in dear old Smoke? Come on, Hitler. Evacuees, women and children of British residents in Hong Kong, reach Sydney and safety. Arrival of these innocent victims of international politics brings sharp realization to Australia of the uncertainty of tomorrow. In happier times, this trip to Australia would have been a holiday jaunt. On the long journey south, these little evacuees of British territory in China suffered some hardships. But memories of those days and nights of anxiety disappear as they walk down the gangplank, gateway to new happiness. Yes, their dads will be proud of their big sons who are looking out for their small brothers, just as they promised they would. Self-protection is a good form of attack. If that's not a quotation, then I've just made it up. Dutch merchantmen are learning how to use an anti-aircraft gun. At this Merchant Service Defence Centre, Allied and British merchantmen undergo tuition in the use of defensive weapons against the time when they may have to defend themselves from U-boat or aerial attack. And now watch the boys doing their homework. Why, they're handling that gun as if they were veterans of the Crimea War. These men are fighters and can hit back with anything from a Lewis gun to a tin of rat poison. South African naval and military units are present at the Cape Town City Hall when General Smuts is accorded one of the greatest welcomes in his career. This demonstration of loyalty is organized by the Union Unity Truth Legion, and a spectacular tableau symbolizes the spirit of a greater South Africa. During the proceedings, the Prime Minister is presented with over 70 volumes containing 643,000 signatures attested to the Peace Through Victory petition, South Africa's gesture of firm confidence in her leader. The last 2 years have shown that there can be only one peace. Peace through victory. Il faudrait regarder surtout que ça s'est passé au Cap, et c'est-à-dire que c'est une ville anglaise. Et bien que Smuts soit un Afrikaner, néanmoins, il est quelqu'un qui était choyé en Angleterre et il est membre du War Cabinet de M. Churchill et très, très près de lui. On n'aurait pas pu montrer une telle scène dans les autres parties de l'Afrique du Sud qui sont beaucoup moins anglais et qui étaient beaucoup moins en faveur et de la Grande-Bretagne et de la guerre. Bien sûr. If you want to be a good roof spotter, you'll have to go to school. Pilot Officer the Earl of Tankerville instructs a class in aircraft identification at a training center. Close study is made of the various designs so that when Jim Crow is perched in his nest on some factory roof, he will immediately establish the identity of any aircraft which may come into his range of vision. To be a qualified roof spotter is something to crow about. Minced beef and 2 veg, spaghetti and apple charlotte, very tasty, very sweet. And that's the opinion of some of London's homeless people who are visited by the King and Queen at one of the many communal feeding centres set up to cater for those who have lost practically everything except their courage and spirit.
After admiring the work of the staff at this converted school in Peckham, Their Majesties talk with many of the mothers and children who get their meals at the busy kitchen before they leave to see other feeding centres in this grand old capital of ours. To the London Fire Brigade at Lambeth comes His Majesty the King on a visit to the headquarters of our heroic firefighters. During the raids on London, the work of the firefighters has won universal admiration. Regulars and AFS men and women are in the forefront of the aerial battle of London, and no praise is too high for them. The King is proud of their magnificent record and finally sees engines turn out for yet another call. Scenes such as these have kept our firefighters hard at it night and day. Scenes following the indiscriminate bombing and burning of civilian homes and other non-military objectives. We should be failing in our duty if we omitted to refer to the growing demand throughout the country for real reprisals. We cannot help saying how we long for the day when we can report that Britain feels no longer bound to deal with the ruthless sky murderers as though they were an honourable foe. When we can show that Germany has been compelled to swallow large doses of her own medicine. In a 1,400-bed emergency hospital in southern England, men and women in white from the United States are ministering to our war wounded, civilians as well as soldiers. Two units of the American Hospital Britain, consisting of doctors, nurses and technicians, with full medical and surgical equipment all brought from the USA, are now bringing relief to our hard-pressed hospitals and healing to our injured. Through finance provided by the Allied Relief Fund, the Americans are prepared to build and equip their own 1,000-bed hospital. Another instance where we can say, thanks, friends, we can use that help. Bring out your old toothpaste tubes, car radiators, jam tins, bedsteads, or what have you. The kids of Bankstown, Sydney, who are giving Australia a grand lead in the National Salvage Campaign, want them. It's a black lookout for Hitler. And so to a Sydney scrap iron depot. No doubt about it, most destructive bowling since Larwood. Right on the nose, Sir Thomas Beecham will be pleased. Another way of breaking up waste metal. At some time or other, you probably had the nip put into you for a fiver, so you know the feeling. But in wartime, you've got to throw everything into the melting pot. Mere child's play. He wants to do something big. Naughty, naughty. It's just the artist in him. But to get on with the pressing problem of waste metal, into the bin they fling every can that they can and some that they can't. All that to this, like Friday's payroll on Saturday morning. Packed and baled, iron, steel, tin, aluminium is rushed aboard waiting trucks, hurried to the furnaces of the foundries, thence to the factories, and magically it becomes weapons of war. Scrap iron yesterday, scrapping iron today. More marching feet and more men for full-time service anywhere in Africa. The South Africans realize that modern warfare has no respect for geographical niceties, and the best way to stop an invading enemy is to hit him hard and hit him often. That's why these lads are marching to meet him. The scene on the station platform is a typical wartime one.
whether it be the departure of troops or the grand adventure of getting home in the evening before the whaling whinnies go. Like thousands of others, they're leaving their homes to make sure they'll have homes to come back to. And the best way to do that is to axe the Axis. The arrival of their Majesties on another visit to raided areas is the signal for a spontaneous welcome from their friends. Amid the wreckage of working-class flats, the King and Queen move among scenes of heart-rending suffering. Men working on the ruins of their homes pause to tell their experiences to their King and Queen. Another incident where the finest civilian soldiers ever known calmly talk with their revered leaders in the midst of war at its worst. We're happy to introduce Belinda, leaving her spacious home for business. Like the perfect lady she is, she queues up with her equally portly sisters in readiness for the job of spreading her bulk above her charges on the water below. Belinda and her girlfriends are helping to protect our shipping convoys from dive-bombing raids by Nazi planes. The RAF crews who attend them are almost as much sailors as airmen. It's not an easy job, but barrage balloons trailed in convoy can make a nasty mess of any attacker if it runs into Belinda's apron string. It often occurs to me that if gas holds a balloon up, what's holding Goering down? I am returning to Washington to report to the President. I leave England at this time with real regret. No one could do otherwise who has lived in England for the past 3 years. They've been full years, years that have seen history made in your country and in mine. I'm grateful for this opportunity to speak to you. It's been a tough 2 months. You have faced it day and night with plenty of courage. Faced it with your chins up and with a grin. And nothing is as significant to me as the sign on your salvage wagons that go around through the cities, which to me represents the slogan of all the British people, and that is, we can take it. I can't forget a shop I passed coming to work the other day. It sells knickknacks. The whole front of it had been blown out, but on the top was hanging a sign. Business as usual, but now, wide open, day and night. That's your courage. When I went to school, we were taught that the great courage of the world was Spartan courage. But your exhibition will certainly earn you a great page in history, and we'll have it talked about for centuries to come. British courage. My hat's off to you. May I also say at this time that I shall never forget your kindness to me and to my family. There will not be 1 minute while I am away that I shall not be thinking of you and praying for you. God bless you all. Oui, c'est le papa du président Kennedy. Oui. Mais on ne dit pas la vérité, là, dans ce journal, parce que, d'abord, si j'ai bonne mémoire, il était, entre guillemets, défaitiste, c'est-à-dire qu'il pensait que l'Angleterre allait capituler. Oui. Ensuite, il était non seulement défaitiste, mais il poussait à une paix de compromis, et je crois qu'il a participé à des négociations au travers de la Suède avec les Allemands, par l'intermédiaire du duc de Windsor. Et vous savez que Churchill l'a envoyé aux Bahamas pour l'éloigner de toute tentation de faire quelque chose et pour que les Anglais ne comptent pas trop sur lui. Oui. Et puis là, il se coupe. Oui. Il se coupe. Oui, oui. Il se coupe parce qu'il dit qu'on apprend à l'école que les Spartiates, c'est les plus courageux, mais c'est pas vrai. À l'école, on apprend que c'est les Athéniens qui sont les plus courageux par l'esprit. Oui. Et pas par le corps. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'on a laissé parler un ambassadeur
dans un film pareil. Il a parlé assez longtemps. Ouais. Et je demande qui d'autre à l'époque avait le droit de parler comme ça. Mettons le Premier ministre ou mettons un membre de la famille royale. Mais qu'un ambassadeur parle comme ça, et puis à la fin, il dit God bless you all, c'est vraiment non seulement, c'est vraiment un monarque. Et peut-être ceci montre ce que vous avez dit au début, la préoccupation britannique avec une intervention américaine qui allait venir et qui allait nous sauver. Mais l'ironie, c'est que ce n'était pas cet ambassadeur-là qui allait nous aider et qui allait aider une intervention américaine ou qui était en faveur d'une intervention américaine. Il fallait s'en débarrasser. Oui. Et c'est pour ça que Roosevelt l'a fait rappeler. Oui. La seule fois que je l'ai vu, c'était dans ma ville natale d'Édimbourg, où il était assez mal reçu par une partie de la population parce qu'il était catholique. Ouais. Et à Édimbourg, c'est pas toujours une bonne chose d'être catholique et d'entrer dans la cathédrale de St. Giles. Ouais, il était catholique un petit peu. Il avait par ailleurs quelques petites sympathies pour les régimes d'Europe centrale, enfin un peu fascisants, un petit peu nazis. Il voulait que l'Angleterre fasse la paix. Enfin, je pense qu'il a mieux valu qu'il s'en aille. Oui, peut-être.